bonsoir à toutes et à tous. La question que je voudrais aborder en tant que psychologue et neurophysiologiste est la suivante. Comment évoluent nos comportements dans le contexte du numérique? En d'autres termes, et pour être peut-être plus précis et plus concret, on pourrait formuler la question de la manière suivante. Quel est l'impact du numérique sur la manière dont nous percevons la réalité et l'autre, sur nos capacités de mémoire et d'apprentissage, sur nos ressources attentionnelles? Quel est l'impact du numérique sur la gestion de nos émotions et de nos motivations, sur la manière dont nous lisons, dont nous intégrons les informations, les connaissances, sur nos modalités de raisonnement et de pensée? Chacune de ces fonctions comportementales et mentales est sous-tendue et déterminée par des mécanismes neurophysiologiques d'une grande complexité et qui sont spécifiques à chacune de ces tâches cognitives, d'où l'appellation de fonctions neurocognitives. Ces fonctions neurocognitives seront-elles facilitées, augmentées, dit-on parfois, ou, à l'inverse, appauvries par l'avènement du numérique? C'est une question urgente, étant donné, d'une part, le développement exponentiel de la culture numérique, touchant l'ensemble des structures sociales, culturelles, relationnelles, d'autre part, étant donné l'extraordinaire plasticité du cerveau humain. Et un petit mot d'explication sur cette notion de plasticité, qu'entend-on par plasticité cérébrale? Ce concept se réfère aux propriétés de modifiabilité à court ou à long terme des systèmes de traitement de l'information du cerveau humain. Je voudrais maintenant vous montrer comment la mutation numérique a des effets à court terme et à long terme sur cette plasticité cérébrale et par voie de conséquence sur les fonctions mentales et comportementales. On peut aujourd'hui se référer à deux ensembles de données scientifiques. Un premier ensemble a été recueilli dans un cadre expérimental bien contrôlé, grâce à des méthodes notamment de psychologie expérimentale et d'imagerie cérébrale fonctionnelle. Il concerne les modifications observables chez des sujets qui pratiquent de manière intensive les jeux vidéo d'action, les jeux de guerre, comme Call of Duty ou encore Assassin's Creed. Quel est donc l'impact de ces jeux vidéo? Il y a des aspects bénéfiques, amélioration de performance cognitive, et des aspects délétères, négatifs, en termes d'affaiblissement de ces performances. Et je vais en résumé vous donner les principales conclusions des recherches qui ont été menées dans ce premier ensemble d'expérimentation. Tout d'abord, donc, les aspects bénéfiques de ces jeux vidéo. Premier point, au niveau de la vision. La pratique des jeux vidéo améliore l'acuité visuelle, la sensibilité au contraste, la poursuite efficace qui se fait de manière plus efficace. Au niveau de l'attention, les jeux vidéo d'action développent des capacités d'hyperconcentration, une meilleure inhibition des distracteurs. Et on sait que ce sont des fonctions exécutives assurées par les cortex frontaux et préfrontaux et également des régions des cortex pariétaux qui conditionnent l'attention visio-spatiale. Au niveau des habiletés sensorimotrices, bien sûr, les coordinations visio-manuelles entre la vision et la main sont fortement entraînées. Au niveau de la prise de décision, on voit se développer des stratégies complexes et efficaces de jeu avec des améliorations significatives des temps de réaction, des temps de décision. Enfin, au niveau de la mémoire, et ceci est un point vraiment très important, on assiste à une amélioration à long terme des performances de la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, qui est capable simplement de maintenir en stock vif quelques éléments pendant un temps relativement court. C'est une mémoire qui est importante parce qu'elle permet de garder actif
un certain nombre d'éléments qui participent, par exemple, à un raisonnement ou par exemple à la lecture d'une phrase. Maintenant, venons-en aux aspects délétères. On a d'abord, bien sûr, une forte tendance à l'addiction au jeu. D'autre part, le rendement scolaire est inversement proportionnel au temps passé à ces jeux d'action. On voit apparaître une augmentation des réactions agressives et de l'état général de stress. Et ceci est contre-intuitif. On ne peut pas penser que les jeunes se défoulent et défoulent leur agressivité dans cette interaction virtuelle. On voit réellement une augmentation de l'agressivité qui peut se faire même sur des temps relativement longs. D'autre part, on voit apparaître une diminution de l'empathie, donc de la capacité de se mettre à la place de l'autre, de la compassion, si vous voulez, et d'une certaine manière, un désengagement de la relation à l'autre. Enfin, on voit apparaître une plus grande porosité entre le réel et le virtuel, le soi et l'avatar, qui est une espèce de moi virtuel, et il est évident que cette porosité peut avoir alors des effets qui pourraient être catastrophiques, surtout chez des jeunes enfants qui pratiqueraient de manière intensive ces jeux vidéo. Venons-en au deuxième ensemble de données, recueillies davantage dans le cadre d'observations en salle de classe, par exemple chez des adolescents ou des jeunes adultes, ou dans des contextes de pratique habituelle du numérique, des consultations de bases de données. Ces résultats ne sont donc pas obtenus suite à une expérimentation rigoureuse, mais ce sont des premières données qui sont plutôt d'observation. En résumé, de nouveau, un certain nombre d'aspects bénéfiques, et nous aurons aussi bien sûr une liste, en résumé bien sûr, d'aspects délétères, d'aspects négatifs. Les aspects bénéfiques du numérique, nous les connaissons tous, évidemment. C'est notamment cet attrait extraordinaire pour la diversité et la richesse des applications disponibles sur le marché aujourd'hui, et notamment des applications qui peuvent être implémentées sur nos smartphones, ces appareils universels qui sont de plus en plus utilisés maintenant. Pensez par exemple à l'application relativement récente, en tout cas dont la publicité a été faite relativement récemment, cette application qui s'appelle Siri. Deuxième élément, cette extraordinaire accessibilité et disponibilité des bases de données. Grande diversité et grande richesse de toutes les formes d'information, que ce soit des textes, des musiques, des images, etc. Et tout cela est accessible à tout moment et en tout lieu, avec une richesse, la toile, la quantité d'informations que nous trouvons dans Internet, dans la toile, est absolument faramineuse. Troisième point, et on peut le prendre comme aspect bénéfique, bien qu'on pourrait s'interroger, c'est un bénéfice sur les relations sociales. En effet, ces instruments qui nous permettent cette connexion nous donnent une sorte d'assurance d'être à tout moment et en tout lieu en liaison avec les amis sur Facebook, etc. Que veut dire, au fond, d'avoir un grand nombre d'amis? Est-ce que c'est la qualité des amitiés ou la quantité d'amis? Tout ça, c'est évidemment des discussions que nous pourrons avoir. Dernier point sur ces aspects bénéfiques, parmi encore bien d'autres, c'est la question de la motivation. Il est évident que ces machines nous donnent souvent des contextes extraordinairement plaisants, ludiques, notamment dans les tâches scolaires, dans les tâches d'apprentissage, même ici à l'université. Autant les cours peuvent parfois paraître extrêmement pénibles, autant un cours réalisé avec une interface numérique peut paraître beaucoup plus attractif. Un grand nombre d'aspects délétères. Et tout d'abord, et c'est peut-être quelque chose de très important, au niveau de l'attention. Il y a une grande tendance à la dispersion. Aujourd'hui, au zapping, si vous voulez. Difficulté d'inhiber les réactions devant notamment ces signaux d'alerte, les signaux de notification. Nous sommes presque de manière réflexe, attirés par l'appareil qui vient de nous avertir que peut-être un mail ou
une information, un message vient d'être envoyé et reçu. Au niveau de l'attention aussi, le piège, qui nécessiterait de longs développements que je n'ai pas le temps de faire ici, le piège du multitâche. Aujourd'hui, tous les écrans, mais déjà les écrans de télévision, mais les écrans d'ordinateur, etc., utilisent cette multiplicité, au fond, des écrans, ces bandes défilantes. Or, on sait que partager son attention sur plusieurs sources d'informations nous fait perdre énormément dans la capacité de décodage des signaux. Le multitâche n'est pas possible pour notre cerveau humain. Au niveau émotionnel, on semble stimuler un circuit court de recherche de plaisir immédiat. Et on sait combien l'interaction avec le numérique stimule un système de renforcement limbique, et je parle ici en tant que neurophysiologiste, ce sont des structures corticales et sous-corticales qui utilisent un neurotransmetteur qu'on commence à connaître un peu maintenant, la dopamine, circuit dopaminergique, et qui alimente ce qu'on appelle parfois en neurophysiologie les circuits de plaisir. On est attaché de manière presque démesurée à cet objet technique qui devient le compagnon de la vie, pour reprendre ce petit élément qu'on trouvait dans la publicité de Samsung. Au niveau motivationnel, il y a cette immédiateté et cette impulsivité au détriment d'objectifs à plus long terme. Ce sont des éléments à court terme qui sont souvent pris en jeu, et moins la construction d'objectifs à moyen ou à long terme. Au niveau de la mémoire, point très important, il y a incontestablement un désengagement de la mémoire à long terme au profit d'une mémoire superficielle, et donc risque d'affaiblissement, bien sûr, du stock mnésique. Bien sûr, la pensée n'est pas la mémoire, mais souvent on entend dire, et c'est même une thèse en psychologie, je pense, cognitive aujourd'hui, que la pensée et la mémoire, est le terreau de la pensée. Il est important de garder en mémoire des repères temporels, de garder en mémoire des schémas conceptuels, des connaissances de base. Autre point intéressant, modification au niveau des compétences de lecture et probablement d'écriture. Des travaux tout à fait passionnants de University College London ont été réalisés sur les modalités de lecture que les personnes développent lorsqu'ils prennent connaissance et consultent des bases de données, comme par exemple celle de la British Library. La consultation est superficielle, fragmentée, on passe un temps beaucoup plus court sur chacune des pages qui nous est proposée. Il y a donc un espèce de zapping qui est favorisé, plutôt qu'une lecture linéaire et approfondie. L'écriture classique par le dessin de la lettre, que nous avons appris normalement, le dessin du graphème, comment va-t-elle être modifiée, cette capacité d'écrire, si on écrit uniquement au clavier, par un contrôle alors spatial de la touche, et non plus par le dessin de la lettre? On sait aujourd'hui que peut-être ça pourrait avoir des effets sur l'apprentissage de la lecture. Enfin, dernier point peut-être, les schémas de pensée. Les schémas de pensée qui pourraient progressivement se voir modifiés. Plutôt qu'une pensée linéaire, une pensée approfondie, on développe une pensée en réseau, une pensée arborescente, une pensée plus superficielle qui a tendance à surfer sur une information bien souvent décousue, redondante, avec la difficulté probablement alors de remettre en ordre au fond, et de refaire cette synthèse alors qui est nécessaire dans la pensée rationnelle. Donc en conclusion, on pourrait peut-être dire que le numérique c'est un pharmacone. On sait que c'est un terme du grec ancien qui voulait signifier à la fois le remède, qui avait donc un effet bénéfique, mais en même temps qui signifiait le poison. Oxymore qui disait l'aspect bénéfique et l'aspect maléfique d'une substance. On pourrait peut-être dire que le numérique c'est comme un pharmacone et que peut-être la responsabilité
de l'homme à l'avenir sera de pouvoir avoir à la fois un jugement éthique, un jugement qui passe par le long détour de la pensée, plutôt que simplement l'emballement sur une technique qui, il faut bien le dire aussi, est aux mains d'un certain nombre de puissances commerciales et qui n'arrête pas, au fond, de se développer de manière parfois un peu inquiétante. Je vous remercie beaucoup pour votre bonne attention.